ce matin. Tout au long de cette 9e saison, nous avons cherché à vous inspirer à travers la quarantaine de conférences que nous avons proposées dans les domaines les plus variés. L'inspiration était au cœur de notre slogan de saison, vous l'avez vu, et nous l'avions accompagné d'un jeu sur les parenthèses pour signifier ce flux à double sens, s'inspirer, inspirer, qui est vraiment révélateur des échanges que nous aimons avoir dans le cadre de Liège Créative. Alors, on n'imaginait pas que cette mise entre parenthèses, finalement, elle serait aussi le symbole de toute une série de projets qui ont été mis en parenthèse ces derniers mois, peut-être parfois gelés, reportés, avec des conséquences plus ou moins complexes. Nous espérons vraiment que vous avez traversé au mieux cette situation particulière et complexe. Cette crise sanitaire, en tout cas, nous a tous menés à des réflexions sur le mode du collectif, individuellement et à l'échelle évidemment planétaire. Alors, la crise sanitaire a révélé certains dysfonctionnements, mais si elle a permis de mettre en lumière certaines failles, on peut également la concevoir comme un moment critique intéressant, car elle peut agir comme un déclencheur pour nous amener à prendre des voies nouvelles. Alors bien sûr, notre propos, ce n'est pas de minimiser la gravité et la complexité de la situation, mais aujourd'hui, on va vous inviter ce matin, en tout cas, à prendre un peu de recul par rapport à la situation que nous avons vécue, que nous avons observée, pour pointer notamment comme la créativité peut naître de la contrainte, on s'en est tous rendu compte, et nous allons vous inviter à considérer l'avenir avec des lunettes positives. Alors, vous le savez, pour ceux qui nous suivent et qui nous fréquentent régulièrement, nous tourner vers l'avenir, croiser les regards et élargir les horizons, c'est vraiment un des leitmotifs de Liège Créative. Pour cela, notre moteur, c'est le décloisonnement depuis maintenant 9 ans. Et pour ceux qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois, je me permets juste un petit rappel de ce que nous faisons à Liège Créative et de qui nous sommes. Liège Créative, c'est une dynamique de l'Université de Liège qui a été lancée il y a donc maintenant 9 ans à l'initiative de son interface entreprise en vue de créer un espace de rencontre permanent entre les acteurs de la recherche et du monde de l'entreprise et du secteur public, afin de partager les expériences, de susciter les partages de points de vue au service de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Et pour cela, notre outil et notre méthode, c'est une programmation de rencontres-conférences qui est guidée par ces fils rouges liés à la créativité, donc l'innovation et l'entrepreneuriat. Et notre espoir, ce faisant, c'est de voir émerger des idées nouvelles et des projets de collaboration. Et chaque semaine, ce sont 2 à 3 rendez-vous que nous proposons à Liège, à Serein, à Verviers et aussi en province du Luxembourg à travers notamment les hubs créatifs. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue sur notre forum. Je vous invite, si vous voulez en savoir davantage, à consulter notre site, évidemment. C'est notre première conférence de clôture en ligne. Alors, vous êtes déjà 100 à être connectés. Nous avons encore, à mon avis, une cinquantaine de personnes inscrites. On espère qu'ils vont arriver, mais on est déjà très heureux de voir que vous êtes fidèles à ce rendez-vous et merci pour votre intérêt. Et c'est vrai que croiser le regard d'un philosophe d'entreprise, de l'administratrice générale de WBI et de l'AWEX et d'un vice-recteur à la recherche pour partager leur vision d'un avenir souhaitable et de cette construction d'un nouveau, c'est un programme assez réjouissant. Nous avons titré cette conférence « La créativité comme ressource pour construire un nouveau ». Alors, un nouveau quoi? Vous vous êtes peut-être demandé. En tout cas, c'est volontairement que nous avons laissé ces 3 points de suspension. Ils sont évocateurs de la personnalité autour de laquelle nous avons réuni Pascal Delcominette et Fabrice Bureau. Luc de Brabander, philosophe, aime rappeler que le philosophe est là il n'est pas là pour dire que penser, mais plutôt comment penser. Et c'est ce qu'il va nous inviter à faire. C'est comme ça qu'il va nous guider ce matin. Luc de Brabander donc, est philosophe, je l'ai dit, mais il est aussi ingénieur en mathématiques appliquées. Donc, on voit déjà le décloisonnement dans son approche. Il enseigne dans différentes universités. Il collabore régulièrement avec de grandes entreprises. Il intervient régulièrement dans des colloques, des débats. Il publie de nombreux articles. Il a aussi publié et est co-auteur de nombreux ouvrages. Alors, véritable passionné de la pensée critique, il met son rôle de philosophe au service des entreprises pour les aider à penser le changement. Et vous allez voir qu'il accorde une importance toute particulière au sens des mots. Alors, aujourd'hui, il va décortiquer avec nous ce que sont la créativité et l'innovation,
c'est faux synonyme, il vous le rappellera. Et il va échanger avec Fabrice Bureau d'abord et ensuite Pascal Delcominette sur leurs observations et leur vision d'un futur souhaitable, respectivement dans le domaine de la recherche et au niveau du tissu industriel wallon. Ils se baseront sur les expériences que nous venons de vivre, ils partageront cela et vous verrez que poindront évidemment des points de jonction entre leurs univers respectifs. Je tiens vraiment à remercier nos trois intervenants et Fabrice Bureau et Pascal Delcominette parce qu'on sait que leur actualité est très chargée. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse démarrer et je cède donc la parole avec grand plaisir à Luc de Brabander. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien, je vais partager mon écran, c'est parfait. Et donc, comme Delphine vient de le dire, nous sommes 3 ce matin, mais dans des registres très différents. Les 2 orateurs qui me suivent sont plutôt dans le quoi penser, à quoi ils pensent et à quoi ils vous invitent à penser. Le registre du philosophe est complètement différent, c'est comment pensons-nous. Et voilà, c'est ce que je voudrais partager avec vous pendant une vingtaine de minutes. Je vais construire avec vous 4 slides, donc ce n'est pas beaucoup, simplement ce que je crois être les 4 choses importantes ce matin. La première, vous l'avez devant vous, elle est bien sûr vide. Comment on pense? Comment pense-t-on? Eh bien, je crois, pour moi, une histoire importante, c'est il y a une vingtaine d'années, j'écoutais à la télévision un philosophe interviewé par un journaliste, et le journaliste lui demande: dites, monsieur le philosophe, que pensez-vous des ingénieurs? Et il a répondu du tac au tac: excusez-moi, je ne les connais pas tous. Et j'ai ri, bien sûr, mais c'est terriblement important. C'est terriblement important parce que ça montre que la plupart du temps, nous construisons la pensée non pas sur la connaissance, mais sur l'ignorance. Quand un père ou une mère de famille dit je pense à mes enfants, eh bien oui, il les a en tête. Par contre, quand le recteur de l'université de Liège dit je pense à mes étudiants, c'est pas possible, il ne les connaît pas tous. Alors, comment faisons-nous? Eh bien, ça, c'est la question que je voudrais traiter. Je crois que la pensée est un jeu. C'est un jeu qui se passe, je dirais, de manière très rigoureuse. Alors, on va commencer par le terrain de jeu. Et donc, voilà, ici, je fais disparaître mes... Voilà, parfait. Voilà, en face de nous, nous avons le monde. Et on va y revenir, bien sûr, tout de suite. En nous, nous n'avons jamais ce que nous avons en face de nous. Magritte disait: ceci n'est pas une pipe, c'est la phrase la plus importante de l'exposé. En fait, en face de nous, nous avons, entre les deux, nous avons un processus qu'on va décrire qui s'appelle la pensée. Le monde, c'est au sens large, c'est tout ce que vous avez en face de vous. Vos amis, les journaux que vous lisez, Google, en fait, tout ce que vous voulez qui est en face de vous. Mais peu importe ce qui est en face de vous, en vous, vous n'aurez jamais que des simplifications, des modélisations, des structures, des paradigmes, des stéréotypes. Je crois que j'ai une quarantaine de mots pour décrire ce on peut avoir en nous, mais on n'a jamais en nous ce qui est en face de nous. Jamais, jamais. Bon, vous avez par exemple lu un bouquin récemment, que vous reste-t-il? Mais pas grand-chose. Et donc, la pensée se déploie en 2 modes. Un mode, que je vais aller assez vite, un mode qui utilise les simplifications et un mode qui simplifie. Ces 2 modes sont très, très différents. Prenons un exemple simple, une chaîne de supermarchés qui a 1 million de clients. Elle organise en général ses supermarchés en fonction de catégories. Dès que les catégories sont acceptées, on peut déduire une manière d'organiser son magasin. Les jeunes mamans, les étudiants, tout ce que vous voulez. Les catégories sont très utiles pour organiser le magasin, mais les catégories n'existent pas. Un étudiant, par exemple, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas me dire où il habite, ni le dernier livre qu'il a lu. Et si vous voulez vraiment perdre votre temps, essayez de définir de manière précise ce que c'est un étudiant. Ce n'est pas tellement important. C'est pas tellement important. Dès qu'on a les simplifications, on peut agir, on peut déduire et on peut changer le monde. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les philosophes, c'est comment simplifie-t-on? Par exemple, quand on dit qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, pourquoi 7 et pas 6? Quand on dit, bon, je donne l'exemple, le segment de marché étudiant, pourquoi et pourquoi pas? Bon, il y a une grosse différence entre les 2 flèches, je suis obligé d'aller assez vite, c'est qu'une déduction peut être rigoureuse et il existe une ou même plusieurs sciences de la déduction, les mathématiques, la logique, etc. Et on peut déduire de manière certaine, et je crois qu'un jour, la déduction sera totalement sur les machines.
Par contre, il n'y a pas une science de l'induction. Il n'y a pas une science de l'induction, il n'y a pas une science qui peut vous dire qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, ni qu'il faut 9 segments ou 12 segments de marché quand on organise sa distribution. Il n'y a pas une science. L'induction, c'est la manière dont nous simplifions, qui est faite de toute une série de choses, par exemple l'oubli, par exemple la mémoire, la perception, la représentation, la créativité, il y a énormément de choses qui échappent un petit peu à la science. Et donc, la plus grosse différence entre les deux flèches, on va la voir ensemble. La déduction est rigoureuse. Si vous dites, par exemple, un exemple de voiture est là, vous pouvez dire Renault ou Tesla ou Peugeot, mais vous êtes pris dans la boîte, dans le segment voiture. Par contre, l'induction, si vous terminez la phrase la voiture est un exemple de, vous pouvez évidemment dire un exemple de véhicule, mais vous pouvez aussi dire la voiture est un exemple de quelque chose que j'aime dessiner. La voiture est un exemple de danger. La voiture, si vous travaillez par exemple au ministère des Finances, probablement vous direz la voiture c'est un exemple de choses qui me rapportent beaucoup d'argent. Et donc la différence principale elle est là, dans ces flèches que je viens de faire apparaître, c'est la liberté d'induire. Il y a une science de l'induction, il n'y a pas de science de l'induction, pardon. Vous êtes libre d'induire comme vous voulez. Vous pouvez simplifier le monde comme vous voulez. Celui qui dit qu'il y a 6 couleurs de l'arc-en-ciel, il a tout autant raison ou tort, peu importe, que non. Il n'y a pas de science de l'induction. Ce que vous avez à l'esprit n'est jamais vrai, n'est jamais faux. Tout est hypothèse. Et donc, je dirais, le vrai critère des modèles, etc., c'est plutôt l'utilité. Voilà. Ceci, c'est en ce qui concerne la pensée. Si on regarde maintenant de manière plus précise la pensée créative, alors je vais faire un petit zoom et vous voyez apparaître ici, d'ailleurs je peux le faire à toutes les formes de pensée, mais aujourd'hui c'est la créativité. Vous voyez, en nous, on parle de trouvailles, de paradigmes, de vision stratégique et aussi de box. Et de box, c'est très important quand on dit out of the box ou sortir du cadre. Eh bien, un philosophe demande qu'est-ce que c'est le cadre? Qu'est-ce que c'est le cadre? Et finalement, un cadre, qu'est-ce que c'est? Un cadre est un ensemble de simplifications que vous avez acceptées à propos d'un domaine particulier. Si vous travaillez dans une banque, bien et on vous demande de sortir du cadre, on ne vous demande pas de sortir de la banque. Non, on vous demande de sortir de la manière dont vous avez l'habitude de simplifier le métier de banquier depuis de très, très nombreuses années. Et ça dépend de vous. Et vous allez directement voir apparaître ici, dans la… ici, eh bien, j'ai un petit problème technique, là, ici. Je vais ici, là, voilà. Voilà, vous aurez… Tiens, mon bouton ne marchait pas, c'est pas grave. Et donc, vous voyez apparaître New Box à la place de Box. Pourquoi? Ça montre bien que je dirais, la créativité n'est pas tellement sortir du cadre. Finalement, toutes les idées sortent d'un cadre. La vraie question, c'est quel est le nouveau cadre? Quel est le nouveau cadre? Et voilà, le New Box, c'est un petit peu, je crois, la voie royale vers la créativité. Je vais directement prendre un exemple avec Bic. Si vous regardez l'histoire de Bic et le dessin, la slide suivante que je vais construire, vous pouvez la superposer sur ce que je viens de faire. Bic est parti d'une idée, d'une simplification, l'écriture pas chère. Il y a environ 80 ans, du baron Bic. Et dès le moment où il est parti de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déduit, rappelez-vous, la déduction va de gauche à droite, il a déduit toutes sortes de bics, des bics, des beaux, des riches, des colorés, des marqueurs pour les paperboards, etc. Mais en fait, c'était toujours plus de la même chose. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bic s'est souvenu de la liberté d'induction. Il s'est dit, mais au fond, je peux faire ce que je veux. Plutôt que de dire, mon Bic, c'est un exemple d'écriture pas chère, je peux dire, et j'induis, mon Bic, disons mon stylo, est un exemple de jetable. Et dès le moment où j'induis différemment, rappelez-vous, il n'y a pas de science de l'induction. Dès le moment où je dis le monde dans lequel je travaille, ce n'est pas l'écriture, ce sont les objets jetables, je peux repartir en mode déductif. Je repars en mode et je fais des briquets, je fais des rasoirs, je fais encore des tas d'autres choses. Et donc, on voit bien sur ce schéma que quand on passe du bic au bic 4 couleurs, c'est plus de la même chose. Quand on passe du bic 4 couleurs au briquet,
c'est autre chose, c'est autre chose. Et tout le problème est là. C'est qu'on ne peut pas éternellement tirer des idées à droite d'une simplification à gauche. Et les mots-clés dont Delphine parlait il y a 2 secondes vont apparaître maintenant. L'innovation est à droite. L'innovation, c'est la capacité de faire plus, plus vite, moins cher, plus joli, plus à la mode, la même chose. Mais il y a je dirais, une impossibilité, j'en parlais il y a 2 secondes, de déduire le briquet de la simplification écriture pas chère. Et à ce moment-là, de quoi avons-nous besoin? De créativité. Et la créativité est à gauche, elle n'existe pas dans le monde. La créativité, c'est en vous. C'est simplifier autrement et de dire, ben, mon business, ce n'est pas l'écriture, c'est le jetable. Copernic, un des plus grands créatifs de l'histoire, quand il a eu son idée de mettre le soleil au centre du système solaire, n'a pas eu le moindre impact sur le système solaire. Le système solaire est aujourd'hui comme avant Copernic. C'est la créativité pure, mais ça, c'est le métier dont Fabrice Lureau parlera peut-être tout de suite, qui est vraiment la recherche pure. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? L'innovation et la créativité, c'est totalement différent. C'est totalement différent. L'innovation, c'est la capacité de faire plus, plus vite, moins cher, je l'ai dit. La créativité, c'est la capacité personnelle, individuelle, de simplifier autrement. Et on a besoin des deux. Et on a besoin de ne pas confondre les deux. Beaucoup trop souvent, on confond les deux. On dit créativité et innovation comme on dit Meurthe et Moselle, comme si on avait l'un, on avait l'autre. Non, pas du tout. Ce sont deux choses complètement différentes. Et on a bien sûr besoin des deux. Et c'est pour ça que le triangle des orateurs ce matin est particulièrement adéquat, puisque Pascal Delcominec, moi personnellement, je la vois beaucoup dans le monde de l'innovation. Par contre, Fabrice Lureau, s'il sera d'accord avec moi, je le vois plutôt dans le monde de la créativité. Et puisqu'il me reste quelques minutes, je vais construire avec vous une dernière slide qui va apparaître ici, voilà, bon, qui concerne la transformation digitale. Bon, Delphine l'a parlé en introduction. La transformation digitale, c'est quoi? Et c'est bien sûr un des tout grands défis aujourd'hui, Eh bien, on va parler de transformation digitale exactement comme on a parlé de BIC. Et donc, je prends l'exemple d'une entreprise dans l'eau minérale. Je ne mets pas de nom, mais vous en avez pas du côté de Liège, donc vous pouvez choisir. Si vous dites « mon business, c'est l'eau minérale », donc la simplification, la perception que vous avez, la représentation, le cadre, vous dites « mon business, c'est l'eau minérale », qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous déduisez des tas de choses. Vous dites, oui, j'aurais dû rajouter que je vous demande de faire l'hypothèse, ou en tout cas l'expérience de penser, à côté de la bouteille d'eau qui est en bleu, d'imaginer une bouteille avec l'information à propos de l'eau. Toute l'information. Le prix de la bouteille, où est la bouteille, qui l'achète, qui ne l'achète pas, qui sont les concurrents, quels sont les brevets, toute l'information à propos de la bouteille. Eh bien, personnellement, je crois qu'aujourd'hui, cette bouteille virtuelle avec les data vaut beaucoup plus d'argent que la bouteille d'eau. Et donc, si vous simplifiez votre business en disant « mon business, c'est l'eau et j'essaie de gérer mon information », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déduire des tas d'idées, l'eau gazeuse, les jus de fruits, vous mettrez peut-être des GPS dans vos camions, etc. Mais vous êtes en fait prisonnier de votre cadre. Je suis dans l'eau minérale. Ce qu'il faut faire, c'est comme le coup de BIC tout à l'heure qui est passé dans le jetable, il faut induire une autre simplification. Et en fait, regardez bien les deux bouteilles, il faut les permuter. Je crois qu'aujourd'hui, un dirigeant d'eau minérale, enfin une entreprise d'eau minérale, il est non pas dans le business de l'eau, il est dans le business du data. Du data. Je crois qu'ils ne sont pas dans le mode je vends de l'eau et j'essaye de gérer de l'information. Ils doivent passer dans le mode mon business, c'est le big data et je suis actif dans l'eau. Et à ce moment-là, ils peuvent déduire, par exemple, de faire la concurrence aux compagnies électriques qui, avec les compteurs, sont aussi dans la gestion de l'information, les statistiques, les comportements, l'analyse de comportement, etc., etc. Et vous voyez ici, le schéma est exactement le même qu'avec BIC. Vous ne pourrez pas imaginer, si vous êtes dans l'eau minérale, de devenir tout à coup un expert en comportement de consommateur. Par contre, si vous êtes, parce que ici, on retrouve le même schéma, l'innovation à droite, bien sûr, avec l'impossibilité de déduire ces nouveaux marchés, ces nouveaux produits de l'ancien cadre, l'eau minérale,
Et donc, ce qui est nécessaire, c'est la créativité. Et la créativité, c'est exactement ce que je recommande de faire. Ce n'est pas changer le monde, c'est changer la manière dont on simplifie le monde, dont on représente le monde. Voilà, j'ai respecté mon temps de parole, j'ai même rattrapé un tout petit peu le retard et j'ai une joie particulière à introduire les deux orateurs suivants parce que le triangle, je le trouve équilatéral. Je dirais, il y a voilà en gros la mécanique. Et de toute façon, si Delphine le veut, je peux faire parvenir les slides, elles sont disponibles, elles sont publiques. C'est celle que j'ai présentée à Davos au mois de janvier. Et donc, je vous les ferai parvenir avec plaisir. Mais le philosophe, il est prisonnier de sa propre ignorance. Il voit le vide, il voit les structures mentales et il est ravi de travailler. Il ne travaille jamais seul, il est ravi de travailler. Et là, j'ai vraiment, je dirais, un bras droit et un bras gauche assez extraordinaire, puisque d'une part, j'ai un grand de la recherche, Fabrice Bureau, qui parlera le premier parce qu'on dit R&D. Bon, on aurait pu faire l'inverse, puisqu'en créativité, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on doit quand même se mettre d'accord. Et donc, je passe la parole à Fabrice Bureau. Dans une vingtaine de minutes, je reprendrai brièvement la parole pour introduire alors Pascal Delcolinette. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde pour le fait que je n'ai pas préparé cette réunion, donc je n'ai pas d'exposé, je vais un peu improviser. Donc, je ne sais pas si je tiendrai 20 minutes, mais j'ai quand même quelque chose à dire, évidemment, sur la créativité et l'innovation, puisque ce sont des choses qui me tiennent à cœur depuis très, très longtemps. Comme l'a dit Monsieur de Brabander, moi, j'ai toujours mis la créativité sur un piédestal, puisque je suis un chercheur fondamental. Et donc, je n'ai jamais vu que par la créativité. Récemment, j'ai été plongé dans un monde d'innovation. Et donc, j'ai pu finalement comparer les deux mondes, les deux modes de pensée. Donc, on avait fait un petit briefing sur cette rencontre d'aujourd'hui avec Monsieur de Brabander. Et moi, je n'avais jamais, je dois l'admettre, vraiment réfléchi à la différence entre la créativité et l'innovation. Je confondais un peu les deux et cette première rencontre avec Luc a été source de réflexion pour moi. J'ai pas mal réfléchi à ça sur mon oreiller, je dois l'avouer. Donc déjà pour ça, je remercie Luc. C'était très intéressant. Donc pour partir de la créativité qui est finalement mon core business, si on peut dire, j'ai toujours donc, comme je l'ai dit, mis la créativité sur un piédestal, pour moi, c'est la valeur suprême pour un chercheur fondamental. Donc, je me dis souvent que quand on doit nommer un chercheur qualifié ou un nouveau professeur à l'université, on sait évidemment s'il a été capable de faire des expériences scientifiques, s'il est capable d'écrire correctement, s'il parle l'anglais, s'il est allé à l'étranger, etc. On sait aussi s'il est innovant. Parce que l'innovation, c'est quelque chose de concret. Donc, est-ce qu'il a produit quelque chose? Est-ce qu'on a dans les mains quelque chose qu'il a produit? Est-ce que cette chose marche? Donc, tout ça est très concret. Par contre, la créativité, c'est quelque chose qui est, à mon sens, très, très abstrait. C'est, comme l'a dit Luc, c'est la capacité à voir le monde autrement. Et quand on nomme un nouveau chercheur à l'université, on ne sait rien de sa créativité. Il a écrit des articles, mais est-ce qu'il en est réellement l'auteur? Est-ce qu'il s'est fait aider beaucoup ou pas par son mentor? Qu'est-ce qui est réellement sorti de sa tête? Est-ce qu'il a été capable, lui, de voir le monde autrement ou pas? On n'en sait rien, en réalité. Moi, j'ai toujours regretté qu'il n'existe pas de machine à mesurer la créativité qu'on pourrait mettre sur la tête des gens qu'on veut nommer à l'université. Ça simplifierait beaucoup les choses. Parce que sans créativité, évidemment, on ne peut pas voir le monde autrement. Il n'y a pas de Copernic, pas de nouveau Copernic, comme l'a dit Luc. Et j'ai toujours trouvé que, c'est peut-être sévère pour les chercheurs en général, mais qu'il y a un cruel manque de créativité au sein des chercheurs, alors que c'est la population dans laquelle on cherche le plus de créatifs. J'ai l'impression que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, sinon je ne ferais pas le métier que je fais et je ne serais pas vice-recteur à la recherche. Mais il y a quand même pas mal de MeToo dans la recherche, c'est-à-dire des gens qui montrent une sorte de créativité, mais c'est en réalité pas la créativité, c'est simplement de surfer sur une vague qu'un autre a générée.
Donc, la créativité, finalement, c'est de générer soi-même ses propres vagues. Oui. En cela, enfin, vous connaissez tous le film Brise de Nice, qui pour moi est un film éminemment philosophique. Je, je, je pense que c'est un film qui montre bien qu'il faut surfer sa propre vague. Et c'est ça la créativité, c'est surfer sa propre vague. Et donc, je pense que pas mal de scientifiques s'en mêlent un peu les pinceaux avec la créativité. La créativité, ce n'est pas surfer plus haut qu'un autre sur la vague de l'autre, c'est créer sa propre vague. Et donc, voilà, donc, la créativité, pour moi, c'est vraiment la qualité ultime qu'un chercheur doit avoir et qui est difficilement mesurable, qu'on ne peut mesurer qu'avec le temps. Et malheureusement, on n'a pas le temps pour mesurer la créativité chez quelqu'un. Il faut le nommer très rapidement, alors qu'il n'a été jamais que euh, le, le doctorant ou le postdoc d'un mentor. Donc, il est très difficile de mesurer la créativité de quelqu'un. Il faudrait peut-être se laisser plus le temps de mesurer cette créativité. Alors maintenant, la relation avec l'innovation, moi je dois vous avouer que l'innovation pour moi c'était quelque chose de secondaire, quelque chose qui venait en dessous de la créativité, toujours par mon statut de chercheur fondamental. Mais comme vous le savez presque tous ici, j'ai été tout d'un coup propulsé dans le monde de l'innovation. Et il m'est apparu quelque chose de tout à fait évident qui était un peu larvé chez moi et que peut-être j'essayais de taire ou d'occulter. C'est que la créativité, alors que je la mets sur un piédestal, la créativité admet la tricherie, tandis que l'innovation n'admet pas la tricherie. On sait de plus en plus que dans le monde scientifique, et là je ne mets pas tout le monde dans le même sac évidemment, ça ne concerne qu'une minorité, mais on voit de plus en plus de tricheries apparaître, de falsification. On doit s'en occuper à l'intérieur de toutes les universités, prendre des mesures, essayer que ça ne se reproduise plus. Quelqu'un de très créatif peut tricher. Il peut même mettre sa créativité au service de la tricherie. Et il peut même inventer de toutes pièces une belle histoire grâce à sa créativité. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse de plus en plus dans la science. Je trouve que la science est un peu malade de cela. Et c'est très grave. Je trouve quand la créativité est mise au service de la tricherie, je trouve ça très grave. Pendant la crise du coronavirus, on a eu un petit exemple de ça. Euh, donc, on a tous vu le professeur Raoult dire que l'hydroxychloroquine était quelque chose d'intéressant dans le traitement du Covid-19. Et je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on n'aime pas trop ce gars-là. Il a un look qu'on n'aime pas trop, il a des attitudes arrogantes qu'on n'aime pas non plus. Et donc, quand le papier dans Lancet est venu contredire ce qu'il affirmait, peut-être qu'on a été un peu content. Mais la réalité, c'est que le papier dans Lancet était un papier falsifié. Et donc, à l'intérieur même de la crise, on a vu que des gens créatifs, donc des chercheurs fondamentaux, des chercheurs qui sont capables de publier dans Lancet, ont modifié la vérité. Et donc, il m'est apparu, et ça m'a fait un choc, hein, donc depuis que j'ai rencontré Luc pour la première fois, je vous avoue que j'ai été un peu choqué parce que la créativité peut être teintée de falsification quelque part et de tricherie. Alors que je continue à croire que la créativité est quelque chose d'extrêmement important. On ne change pas le monde, donc on n'innove pas sans qu'il y ait au départ de la créativité. Par contre, dans l'innovation que je mettais en seconde position, eh bien là, l'innovation n'admet pas la tricherie. Quand vous avez produit quelque chose, la chose que vous avez produite, elle marche ou elle ne marche pas. Et donc, il y a une qualité dans l'innovation finalement qui n'existe pas dans la créativité. Bon, les deux sont complémentaires, comme l'a dit Luc tout à l'heure, évidemment. Mais j'ai trouvé là une qualité importante dans l'innovation que je n'avais pas vue auparavant, qui est la vérité. Donc, dans l'innovation, il y a la vérité. Et j'ai constaté ça, hein, donc, dans ce qu'on a développé au cours de ces derniers mois à l'Université de Liège. Évidemment, quand j'ai dit dans les médias au tout début de la crise qu'on ferait 2000 tests par jour, ben, on n'était pas encore capable de le faire.
Et donc, j'avançais ça sur base de la créativité des chercheurs. On s'était rassemblés, on avait des idées, hein, donc on voyait les choses autrement, comme disait Luc. Mais la concrétisation, c'est quelque chose d'autre. Est-ce qu'on l'a fait ou pas fait finalement? Est-ce qu'il y avait de la vérité dans ce qu'on a dit? Bon, on a démontré qu'il y avait de la vérité, puisqu'on, plutôt que de faire 2000 tests, on en a fait 4000. Ici, on vient d'annoncer 50 000 tests par jour. C'est bien beau, mais est-ce qu'on est capable de le faire? C'est ça l'innovation. Donc, il y aurait une mesure de ça. En septembre, on mesurera la quantité de tests qu'on est capable de faire. Donc, il ne suffit pas de le dire, il faut encore le faire. Et l'innovation, j'y ai trouvé aussi beaucoup d'avantages. Donc, tout d'un coup, je parle beaucoup avec mes collègues créatifs qui se sont retrouvés tout d'un coup dans le monde de l'innovation. Je me demande si, d'une certaine manière, on ne se cachait pas derrière la créativité. Et tout d'un coup, avoir été plongé dans le monde de l'innovation, ça a été pour nous, je pense, comme une bouffée d'oxygène. Parce que tout d'un coup, on n'était plus obligé de se retrouver dans une sorte de compétition. Hein. La recherche, c'est quelque chose, la recherche fondamentale, c'est quelque chose de très compétitif. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans laquelle il y a beaucoup de compétition. Donc, ça nous a permis de sortir de la compétition. Et je dirais que en sortant de la compétition, on est devenu compétitif. On a aidé la population. J'ose affirmer, même si c'est sûrement prétentieux, qu'on a sauvé des vies, on a créé de l'emploi, on a relocalisé de l'activité. On va peut-être rendre une vie normale aux étudiants et aux gens en général. Donc c'est extrêmement valorisant finalement d'être plongé dans ce monde de l'innovation qui est un monde de vérité, hein, comme je viens de le dire, et peut-être que ça nous fait du bien. Alors voilà, le sujet aussi c'est le monde autrement. Hein, qu'est-ce que ça va changer? Delphine disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va sortir de positif de tout ça? Et qu'il fallait un discours finalement positif. Hein. Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon de tout ça finalement? Alors, je relisais, justement, après avoir vu Luc la dernière fois, j'ai relu quelques philosophes de la science et je lisais Paul Feyerabend, qui, j'ai toujours été un peu perplexe quand il disait que en science, tous les coups étaient permis pour arriver à ses fins. Euh, mais évidemment, lui vivait à une époque où la fin ne pouvait pas être la tricherie. Donc, tout est bon pour arriver à des fins vertueuses, on va dire. Et il prônait une espèce d'anarchisme méthodologique ou réglementaire. Alors, moi, j'étais toujours un peu perplexe en face de ça, mais finalement, je me dis qu'il a peut-être raison. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un monde où il n'y avait plus de règles ni plus de méthodes, et c'est ça qui a accéléré très très fortement l'innovation à partir de la créativité. On est passé au-delà on a violé ces derniers mois toutes les règles. On a violé toutes les règles méthodologiques, on a violé toutes les règles réglementaires. Les politiciens et les administratifs eux-mêmes sont passés au-delà de leurs propres règles. Donc, c'était fini. On a vécu dans un monde où il ne fallait pas faire de documents en triple exemplaire et qui faisait 50 pages. On est passé au-dessus des appels d'offres. Si vous regardez la vaccination, en vaccination, on passe au-dessus des essais cliniques. On est passé pour faire le vaccin contre le Covid, on est passé au-dessus de l'essai clinique de phase 2. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un monde qui marche beaucoup mieux et donc qui est accéléré. Mais, comme je le dis tout à l'heure, accéléré pas pour falsifier ou pour tricher, mais qui est accéléré pour faire quelque chose de concret pour les gens, pour sauver des vies, pour aider la population. Et donc peut-être que ce que nous indique la crise ici, c'est que pour réconcilier la créativité avec l'innovation quelque part et aller plus vite dans un cercle plutôt vertueux, donc là je ne parle évidemment pas de tricherie, peut-être que la conclusion qu'il faut tirer, c'est qu'il faut peut-être écouter Paul Feyerabend et se dire qu'une petite dose d'anarchisme méthodologique et réglementaire serait peut-être le bienvenu dans ce monde
qui est finalement étouffée par un excès de règles administratives et qu'il faut laisser les gens libres de créer et d'innover. Ça, je pense que c'est la conclusion qu'il faudrait tirer de cette crise. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire et j'ai dû un peu improviser, mais voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, mais je peux aussi répondre à des questions après, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur le vice-recteur. Vous improvisez très bien, c'est très construit pour une improvisation. Et je voudrais d'ailleurs une dernière chose, rebondir sur ce que disait Luc tout à l'heure avec Copernic. Donc, Copernic a amené sa révolution copernicienne en violant toutes les règles méthodologiques et tous les règlements de l'époque. Et en créant des nouvelles. Oui. C'est ça qui est important. C'est pas plus Copernic que Newton, qu'Einstein. Ils ont tous violé des règles, mais ils ont aussi apporté des nouvelles règles. C'est ce que je disais à propos du cadre. Sortir du cadre, c'est violer les règles. Le nouveau cadre, mais vous le dites implicitement. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On va construire de nouvelles règles et tout est là. Bon, disons, puisque j'ai 1 minute, j'ai noté. D'abord, j'adore, c'est très, très gai pour moi de voir des mondes de la recherche et bravo aux organisateurs d'avoir mis comme ça les trois sommets du triangle. Bien sûr, on a besoin de créativité et d'innovation, bien sûr. Si une entreprise ne fait que l'une, ça va se passer mal. Kodak, par exemple, qui était, quand moi j'avais 20 ans, c'était le Apple de l'époque. Ils avaient 70% de part de marché. Aujourd'hui, ils sont en faillite. Or, ils ont tout inventé. La photocopieuse, la photo instantanée, même sur le CD-ROM, ils étaient là les premiers. Et donc, bien sûr, il faut les deux, mais je crois que c'est extrêmement utile de clarifier, et c'est le but de cette conférence. Et par exemple, sur la triche, je suis très interpellé. Il faut bien séparer. La créativité n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une mécanique, c'est une mécanique. Bon, c'est tout. La mafia est extrêmement créative. Je crois que si on fait le bilan de la créativité, elle est beaucoup plus au service du mal que du bien. Quand je vois ce que font parfois des gangsters ou des pirates, je crois que les cybervirus, mais c'est d'une créativité extraordinaire. Donc, il faut bien séparer, bien séparer. Et si je reviens à mon schéma, en déduction, si on parle du bien et du mal, la déduction, c'est la morale et l'induction, c'est l'éthique. La morale, on regarde des règles. On ne peut pas tuer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et oui, nous, on est dedans. L'éthique, justement, on construit les règles. Et c'est exactement le sujet dont on parle. Et bon, il est 44, donc on a 1 minute d'avance, mais comme on a le vent un peu de face, on va en profiter. Et j'ai le plaisir maintenant d'introduire donc le troisième sommet du triangle, Pascal Delcominet, que personnellement, j'espère qu'elle est d'accord avec moi, je situe beaucoup plus du côté de l'innovation et je crois que le triangle ce matin, il est vraiment équilatéral. Pascal, vous avez la parole. Merci, merci de m'avoir invité. En effet, dans ce triangle, c'est passionnant pour moi de vous entendre et puis d'avoir l'occasion de rebondir peut-être certainement sur le volet innovation. L'exercice est périlleux parce que même si Luc de Brabander a brillamment exposé la différence entre la créativité et l'innovation, j'ai aussi dormi un peu dessus après notre première rencontre et je crains encore de ne pas toujours mettre le curseur au bon endroit. Donc, je vais un peu aléatoirement utiliser l'un et l'autre pour être sûre de ne pas trop me tromper en fait de temps en temps. Donc, vous m'excuserez. Je vais partager mon écran pour ma petite présentation. Voilà, alors moi dans mon métier, je peux évidemment, j'espère que c'est le cas, je peux être créative, je peux être innovante, mais en effet, ça n'est pas ma mission première. Notre mission à nous, aussi bien à la WEX qu'à WBI, eh bien, c'est plutôt de marier ceux qui créent, ceux qui innovent, ceux qui inventent. De faire en sorte que ça fasse de belles histoires, ici et là-bas, et puis de mettre en lumière ces belles histoires. Et c'est à ce titre qu'en effet, nous avons été témoins, lors de ces crises notamment, mais pas que, de cette richesse à la fois créative et innovante de notre terreau, je dirais. Alors, les exemples de créativité et d'innovation, pour le coup, ont été foisonnants, on l'a vu. Et je pense que c'est non seulement parce que, comme Luc et Fabrice l'ont dit, la contrainte suscite
suscite la créativité, elle l'accélère, mais aussi, je pense, parce que le terrain wallon est particulièrement propice à cette rencontre de la créativité et de l'innovation. Et ce terrain propice de rencontre, d'articulation, eh bien, c'est celui qui existe depuis des années maintenant, c'est celui de cette articulation gagnante entre le monde de l'académique, l'université, la recherche et le monde industriel, le monde de l'entreprise, au travers notamment des pôles de compétitivité. Et je pense que ce travail en commun, ce travail de partenariat et cette habitude de fonctionner maintenant davantage ensemble, qui a été un peu, pas forcé, mais quand même, hein, pour obtenir les moyens, il fallait se structurer en pôle. Donc, je pense que ça a été l'impulsion a été indispensable. Eh bien, je pense que comme Fabrice l'expliquait tout à l'heure, où son curseur est passé de la créativité vers un peu plus, est déplacé un peu plus vers l'innovation à l'occasion de la crise. Mais je pense aussi que le fonctionnement de cet écosystème recherche, enseignement, entreprise a fait en sorte que le curseur a pu se déplacer d'un côté comme de l'autre. Du côté aussi du monde de l'entreprise, peut-être que les travailleurs dans les entreprises sont allés vers davantage de créativité, en tout cas je l'espère. Alors, je vais passer en revue avec vous rapidement quelques exemples justement de ce foisonnement de créativité et d'innovation durant la crise. Et je me permettrai peut-être d'ajouter à ces deux termes qui rythment notre séance, créativité et innovation, d'ajouter le terme d'agilité. Parce que c'est clair que c'est quelque chose qui s'est invité durant cette crise, on l'a vu, avec des réponses particulièrement rapides de notre écosystème pour trouver des solutions à des problèmes urgents. Peut-être que l'anarchisme réglementaire y est pour quelque chose, en effet, et on est content d'y avoir contribué, en tout cas, si ça a été le cas. Alors, parmi ce foisonnement d'initiatives, évidemment, toutes les initiatives solidaires. Ici, il y en a évidemment des dizaines, mais on a fait le choix d'en choisir quelques-unes, d'en pointer quelques-unes. Mais toutes les Fab Labs, tous ces lieux, ces espaces collaboratifs de prototypage qui ont permis en effet la mise au point de ces visières anti-protection. Il y a eu ces entreprises aussi qui ont revu leur ligne de production, dont les brasseries, dont proche de chez nous la brasserie C, notamment la microbrasserie C, qui a revu ses lignes de production pour créer le gel hydroalcoolique. Et puis au niveau international aussi, une entraide assez forte. Nous, on a notamment soutenu des projets en RDC au Sénégal avec des partenariats importants avec l'université de Liège. Alors, solidarité, évidemment, n'empêche pas d'avoir évidemment des opportunités commerciales. Donc, plusieurs projets aussi vers de l'innovation et puis vers des succès commerciaux ont émergé. Et on a choisi ici de mettre aussi en relief des projets qui étaient fondés justement sur cette connexion entre entreprises et universités, avec par exemple une entreprise comme AMB Ecostérile qui développe cette espèce de ce méga micro-ondes qui traite les déchets hospitaliers pour en faire une sorte de broyat qui peut être utilisé dans un système d'économie circulaire. Et donc, il y a eu des demandes importantes que nous avons relayées à l'étranger pour traiter les déchets hospitaliers durant la crise, mais aussi qui s'est inscrit dans le consortium pour la décontamination des masques. Zentech, on en a encore parlé récemment au JT, dans la presse, avec ce test qui permet de détecter rapidement la présence d'anticorps, et puis ce test qui a été intégré dans le laboratoire mobile de BeLife, qui a été déployé dans le Piémont. Tous les projets universitaires, et comme Fabrice l'a dit, l'a évoqué, ce passage vers l'innovation accélérée, et notamment à l'ULiège, le test automatisé de détection, et puis des entreprises qui vraiment là se sont réinventées, notamment CoExpert qui a mis en place des pièces pour remplacer des pièces défaillantes de respirateurs d'hôpitaux qu'on ne trouve
qu'on ne trouve plus à l'achat. Et donc, ils ont copié ces pièces-là et ils ont entraîné avec eux Safran aussi, qui a également développé ce type de pièces. Donc, Safran Aérobooster, pour être correct, qui ont développé ce type de pièces justement pour les respirateurs dans les hôpitaux. Alors, aussi, WSL, cet incubateur que le monde nous envie, puisque c'est un des plus efficaces dans le monde, qui fait le constat aussi par rapport à ces sociétés incubées, qu'elles ont bien tiré leur épingle du jeu. Donc, il y a, au-delà de l'agilité, la créativité, l'innovation, il y a aussi cette résilience qui émane de tout ça et qui a fait en sorte, et qu'on constate d'ailleurs souvent lors des crises. L'année dernière était censée être une crise, pas du tout sanitaire, mais une crise économique. Elle l'a été en grande partie, en tout cas un affaiblissement de la croissance. Eh bien, on constate que les entreprises, quand on les regarde au niveau macro, si on regarde par rapport au secteur, c'est plus fin que ça, mais ont bien résisté. Moi, je le vois dans le cadre des exportations. On a une croissance des exportations sur l'année dernière qui est plus importante que celle de nos régions voisines. Donc, une résilience due évidemment à la spécialisation dans le secteur pharma, qui résiste mieux à tous ces mouvements-là, mais quand même, donc, une des entreprises qui peuvent transformer les crises en opportunités, et on ose croire que c'est grâce justement à cette capacité d'innovation qui se développe, avec quelques beaux exemples aussi qui émanent de sociétés incubées à WSL. On pense notamment à Tessares aussi, qui dans la crise actuelle où les bandes passantes étaient toutes encombrées, a créé cette solution pour booster précisément l'Internet et permettre de passer au-delà de ces freins. Alors voilà, nous, notre travail, ça a été en effet de lever certainement quelques barrières, d'aller plus vite, de faire ce travail de veille, de détecter toutes les opportunités. On a développé pas mal de nouvelles plateformes, dont le laboratoire des idées, pour mettre en valeur les initiatives au niveau de Wallonie-Bruxelles, mais aussi celles qui sont créées avec nos partenaires à l'étranger, identifier les besoins. On a aussi réinventer nos métiers pour aller chercher tout le matériel et aider à la sélection du matériel, notamment les masques, pour les faire venir en Belgique. Donc ça, c'était aussi assez enthousiasmant de la part de nos équipes. Et puis, clairement, sur base du travail de nos réseaux, notamment nos agents de liaison scientifique au Brésil, qui avaient repéré un problème dans les hôpitaux de Fortaleza, qui a fait venir des appareils respiratoires par la valise diplomatique. Au Québec, Fabrice, vous travaillez, je pense aussi, vos équipes travaillent avec notre agent de liaison scientifique à Québec, Adrien Célès, pour lequel il y a des collaborations. En effet, le Montréal est confronté aussi à un challenge, un défi important en termes de tests. Et donc, il y a tout ce travail qui se fait avec vos équipes pour voir comment avancer sur de nouvelles collaborations. Et donc, voilà, plein de choses à en retirer, plein d'enseignements. On peut en parler plus tard. Et en tout cas, je ne peux déjà à ce moment-ci que rebondir sur l'enseignement qui est essentiel. C'est cette nécessité davantage de souplesse. Je parlais d'agilité tout à l'heure, de passer au-delà de certaines règles, en tout cas de les simplifier au maximum pour être plus rapide et rebondir plus facilement ensemble. Et puis, on pourra partager sur quelques autres enseignements plus tard. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Pascal Delcominette. Merci beaucoup d'avoir illustré aussi justement par de nombreux exemples ces rebonds positifs qu'on voulait vraiment valoriser dans le cadre de cette conférence. Peut-être je laisse Luc de Brabander réagir aussi par rapport à votre intervention. Mais je dirais, ça confirme ma conviction que le triangle est parfaitement équilatéral. Et on a vraiment besoin des trois dimensions, parce que si on organise mal le triangle, ça ne se passe pas bien. Les entreprises, par exemple, chez 3M, j'ai eu l'occasion de travailler avec le patron de 3M, ceux qui ont fait le petit papier jaune, eh bien, il est exactement dans ce mode-là. Et je me souviens, il m'a fort inspiré. Il a dit devant tout le public,
notre vie a changé lorsqu'on a arrêté de dire nous sommes des chimistes et on est des gens créatifs. Il a dit non, nous sommes des gens créatifs et nous sommes actifs dans la chimie. Et ça a ouvert des horizons incroyables. Ma fille a travaillé sur le front de Ebola en Afrique il y a quelques années. Les combinaisons étaient 3M. Donc, je crois que c'est mentalement qu'il y a une espèce d'énorme changement à faire. Et plus on distinguera les deux dimensions, mieux les choses se passeront. Alors, je vais passer la parole à Karine Fransolet, ma collègue, D'accord, très qui bien. épluche le chat avec Aurore depuis tout à l'heure et regarde aussi du côté de Facebook, puisque nous avons une partie de personnes qui nous suivent sur Facebook. Et elles amalgament ces différentes questions et je lui passe tout de suite le micro. Merci Delphine. Donc nous avons souhaité vraiment, à travers ce temps d'échange d'une vingtaine de minutes, répondre à vos questions. Et donc, des questions, bien sûr, il y en a beaucoup dans le chat. Et dans un premier temps, en fait, nous avons fait le choix de remonter les questions les plus récurrentes dans le chat. Et la première question, en fait, elle s'adresse à vous trois. Quelle est l'image à l'étranger de la Belgique en général et de la Wallonie en particulier en termes de créativité? Mais de manière très brève, j'ai l'impression, je suis beaucoup à l'étranger, je crois que la créativité est très très bien perçue, l'innovation l'est moins. Ça, c'est mon sentiment. Et je crois que c'est un peu une tradition belge. Je dirais, moi je viens de lire un livre sur l'histoire d'Internet. Quand on voit le rôle de ce monsieur Caillot, le rôle qu'il a joué, mais c'est extraordinaire. Donc la créativité, je la sens très fort européenne, mais malheureusement, on a un peu du mal à l'exporter. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Mais pour compléter en effet ce que Luc vient d'exprimer, c'est clair que c'est un atout essentiel, l'innovation, mais c'est aussi, on le ressent, nous, un atout pour lequel on doit dire et redire et redire. Donc notre point d'accroche, ce sont souvent en effet, oui, la créativité culturelle, ce sont tous les produits, enfin, on connaît la bière, la gaufre, le chocolat, et on doit toujours dépasser ce stade-là pour expliquer, pour parler de nos vaccins, pour parler de toutes nos belles histoires dans le life science, mais pas que, pour expliquer comment notre région a transformé son histoire sidérurgique dans des belles histoires au niveau industriel aussi. Donc c'est vraiment un cheval de bataille que nous menons, mais là nous avons vraiment tout un défi d'image et que nous devons mener collectivement dans ce combat à l'international. Voilà, et c'est en cela que l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, que nous avons régulièrement l'occasion de mettre en valeur, nous, dans notre métier, au travers de certaines missions, princières, visites d'État, est essentiel. Donc, le fait d'associer les universités, les centres de recherche à côté de nos entreprises, c'est important parce que ça fait la démonstration que nous avons tous cet écosystème qui se parle, qui est innovant, au-delà d'un écosystème commercial. Voilà, et nous avons pour ce faire aussi créé des réseaux qui renforcent cette connaissance et cette perception, cette connexion au niveau de l'innovation. Un réseau d'innovation ouverte qu'on appelle OWIN et qui nous permet précisément de connecter le monde de l'Australie aux États-Unis en passant par la Chine, de capitaliser sur les réseaux d'innovation de ces pays-là et de faire passer petit à petit ce message-là. C'est pour ça que nous avons nos agents de liaison scientifique qui aussi font percoler ce message, nos conseillers économiques et commerciaux aussi, bien entendu, nos délégués, bref, tout ce réseau-là, ce maillage-là doit nous permettre de faire passer ce message-là. C'est d'autant plus important que au-delà de notre démarche commerciale, je le disais tout à l'heure, de visibilité, c'est important pour l'attractivité d'entreprises chez nous. L'innovation, évidemment, il y a la localisation, évidemment, il y a la disponibilité des ressources humaines, la qualité, mais pouvoir expliquer que la Wallonie est une terre d'innovation, c'est essentiel pour pouvoir faire venir certains chaînons manquants dans nos filières stratégiques, par exemple. Oui, je pense, enfin, pour répondre à la question, je pense vraiment que la créativité est reconnue de la Wallonie. Si on regarde le nombre de publications de haut niveau dans les revues de type Nature, etc.,
par rapport au financement de la recherche, elles sont extrêmement importantes. Et je pense que ça, c'est reconnu partout. Par contre, je suis d'accord avec Luc, hein, que l'innovation n'est pas reconnue suffisamment. Et moi, je dirais que la cause, maintenant, je vais faire un peu de politique peut-être, mais elle est là où, enfin, la cause, c'est que en fait, le pouvoir politique a organisé sans le vouloir, hein, donc c'est fortuit, je pense, mais a organisé sans le vouloir le divorce entre la créativité et l'innovation. En fait, quand on voit que la Fédération Wallonie-Bruxelles a dans ses mains la créativité, au travers du FNRS, et que la région Wallonne a dans ses mains l'innovation, eh bien, on peut se dire que le pouvoir politique, effectivement, a organisé ce divorce. Et ici, on a été plongé dans un monde, tout d'un coup, où tout a été plus facile, où tout le monde a été solidaire, et où tout d'un coup, les deux ont été réconciliés, ou en tout cas remis en contact l'un avec l'autre. Et donc, si vraiment on voulait promouvoir l'innovation en Wallonie ou en Fédération Wallonie-Bruxelles, le mieux qu'on aurait à faire, c'est de rassembler les deux choses, de remettre en contact la créativité et l'innovation, qui sont dans le monde occidental, la Wallonie, enfin la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'endroit où les deux choses sont les plus éloignées. Il y a un urgent besoin de rassembler les deux au même endroit. Ce qui a été fait ici, hein, par la force des choses. Donc par la force des choses, on a réuni les deux mondes et ça s'est passé comme nulle part. Donc il y a un potentiel gigantesque en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a vu ici que quand tout d'un coup la crise nous permet de rassembler les deux mondes, on fait des choses que nulle part ailleurs au monde on ne fait. On a été vraiment le centre de gravité de la lutte contre le coronavirus par le mariage, enfin le remariage, puisqu'il y avait eu forcé entre les deux. Ouais. C'est vrai, il y a un problème de perception et c'est assez, mais c'est même valable au niveau de l'Europe. Bon, pourquoi a-t-on besoin d'Américains pour faire des cappuccinos? Enfin, le cappuccino, il n'a pas été inventé à San Francisco. C'est incroyable qu'on ait besoin. Et eux, c'est les rois de l'innovation. Mais c'est les rois de piquer la créativité. Parce que dans mon livre sur Internet, on montre bien, donc, Tim Berners-Lee et le Belge Caillot ont été voir la Commission européenne qui ne les ont pas écoutés. Et le MIT a débauché le chercheur du CERN, Berners-Lee, qui est allé, et puis vous connaissez la suite. Bon, en fait, on a inventé l'Internet 2 fois, avec le Minitel en France, puis avec Berners-Lee, et la troisième fois, ce n'est pas nous. Et donc, c'est assez rare. Il y a un problème de perception, c'est sûr. Une petite anecdote, l'année passée, j'étais introduit dans un congrès, et dans mon CV était inscrit ingénieur civil UCL. Eh bien, le présentateur a dit, voilà, M. Bramanter a fait ses études à Uccle. Bon, moi, je dirais l'UCL, pour moi, c'est 700 ans d'histoire, etc. À Paris, ils croient que c'est à Uccle. Bon, il y a du boulot. Hein. On va peut-être continuer avec une autre question. Donc, une question qui s'adresse aussi à vous trois. Donc, comment les entreprises et les universités peuvent-elles sélectionner des profils plus créatifs et est-ce que c'est souhaitable? Et dans le même registre, on a aussi également une question sur comment mesurer et évaluer la créativité. Si je peux sauter sur… D'abord, la mesure, c'est très important. Et la philosophie m'a appris une chose, c'est qu'il est nécessaire et qu'il y a moyen de mesurer, même quand il n'y a pas de nombre, même quand il n'y a pas de chiffres. Quand Kant, on lui demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il invente l'impératif catégorique, c'est ce qu'on appelle un critère. Et c'est un problème absolument passionnant. Hein. C'est sûr, la mesure de la créativité, il n'y a pas moyen de le faire avec des chiffres, mais il y a moyen de le faire avec des critères. Et puis surtout, il faut des équipes. Il faut des équipes. Quand on est entraîneur de football, on engage des gros costauds pour à l'arrière, des petits qui courent vite sur les côtés, etc. Et c'est vraiment la combinaison des bons profils aux bons endroits qui est gagnante. Mais c'est très important. Pour faire ce que Fabrice dit, de mettre tout ensemble, et je suis évidemment d'accord, il faut aussi l'équivalent d'un entraîneur qui met les gens à leur place. Est-ce que Fabrice ou Pascal veulent… C'est une colle, évidemment. Moi, je réfléchis depuis très, très longtemps à comment on peut sélectionner des profils créatifs. C'est important, comme le dit Luc, il faut des profils créatifs, il faut des gens plus innovants, il faut des gens pragmatiques. Dans une équipe, il faut toutes sortes de gens. Maintenant, la créativité,
ça fait depuis des années que je réfléchis à comment sélectionner des gens créatifs, comment savoir s'ils le sont. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans l'urgence tout le temps. On nomme des gens qu'on ne connaît pas quelque part. Les derniers chercheurs qualifiés qu'on a sélectionnés ici pour l'université, ce sont des gens qui ont fait leurs études ici, leur doctorat ici, sont partis à l'étranger 2-3 ans, puis ils reviennent. On ne connaît rien de ces gens à part leur CV noir sur blanc. Où est-ce qu'ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont publié, oui, ok. Mais leur créativité, on ne la connaît pas. Et on va les sélectionner en un quart d'heure d'audition. C'est pas en un quart d'heure d'audition si on sait si la personne est créative. Et je me suis renseigné pas mal dans les autres universités comment on faisait, mais personne n'a l'astuce. Je pense que la seule possibilité, ce serait bon, si on pense que quelqu'un est créatif, c'est de lui donner 5 ans pour exprimer sa créativité en lui permettant de la développer dans un monde non concurrentiel, non compétitif. C'est-à-dire qu'on pourrait lui dire, voilà, tu as X argent et pendant 5 ans, tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose les choses que tu imagines, etc. Enfin, sans mesurer à la fin si la personne a publié dans Nature ou Science, mais simplement est-ce qu'elle a pu exprimer sa créativité en dehors de la sphère de recherche de son mentor ou en dehors des sphères de recherche qui se développent, évidemment avec l'aide des gens, mais sa propre recherche, ses propres idées. Mais sinon, vraiment, c'est une colle. Hein. Si quelqu'un a la réponse à ça, je prends. Je cherche depuis 40 ans, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Alors, il y a certainement une critique. Oui, allez-y, allez-y. Oui. Non, allez-y, je l'ai. Non, simplement, je rebondis sur le mot risque. Évidemment, créativité est indissociable de risque. Bon, je me souviens toujours de la même conférence avec 3M. Donc, le patron qui était à côté de moi, il montre une image avec une fête, du champagne, des ballons, des rubans et tout le monde a l'air très content. Et il demande au public, que croyez-vous qu'on fêtait? Alors, les gens disaient le premier milliard de dollars de ci ou le je ne sais pas quoi. Et il y a un nom, dit-il, on fête l'échec d'un projet. Alors, il y a eu un peu un silence dans la salle en disant ils sont bizarres. Et alors, très logiquement, il dit si on veut innover, on prend des risques. Ben oui. Et si on prend des risques par définition, parfois ça ne marche pas. Ben oui. Quelle meilleure preuve de l'innovation ou de la volonté d'innover que l'échec? Et je crois que cette relation à l'échec est de nouveau quelque chose qu'il faut un petit peu changer. Bill Gates, comment il s'appelle, Zuckerberg et les autres, ils ont fondé leurs entreprises avant d'avoir terminé leur diplôme, leurs études, avec le soutien des parents et de l'université. Moi, j'ai dit à mon fils, tu fais ce que tu veux, mais tu termines d'abord. Eh bien, j'ai tué sa créativité. Voilà. C'est ça bon, un peu tard. C'est pas vrai. Donc, mais il a de quoi se défendre. Peut-être, encore un truc, sur le mot triche et sur le mot, peut-être le seul mot que je contesterais chez Fabrice, c'est le mot vérité. Parce qu'en face, dans le monde, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité des choses. On se heurte, on se heurte. Si vous vendez, je ne sais pas, une boisson, je sais pas, on va dire au concombre, eh bien, dire qu'on se heurte à la vérité, ce n'est pas vrai une boisson concombre, c'est ni vrai ni… Non, mais est-ce que les gens la veulent? Alors, c'est peut-être le jugement à propos. Donc, mais là, c'est un peu le réflexe du philosophe qui, à un moment, doit se limiter. Donc, je me limite. Bon. Je suis d'accord. Donc, je vais encore dormir là-dessus. Et peut-être qu'il y a aussi une question que je vous trouve sur le confinement, parce qu'on n'a pas tellement parlé, et sur la contrainte. Il est évident que ce qui vient de se passer ces 3 derniers mois, c'est évident que la contrainte est l'ami de la créativité. Mais je dirais, il n'y a pas de loi. Est-ce que c'est le confort qui donne des idées ou c'est l'inconfort qui donne des idées? Vous regardez l'histoire des sciences, c'est moitié-moitié. Il y a des idées qui ont été trouvées parce que la personne, un peu comme Fabrice disait, pendant 5 ans, il n'a pas dû rendre compte à personne, il a eu l'idée géniale. Il y en a qui en ont eu justement parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient même pas à manger. Et donc, dans l'histoire des sciences, ça incarne Galilée. Il a montré qu'Aristote s'était trompé sans instrument scientifique, par des expériences de pensée. Je crois que c'est inouï. Et dans le confinement, il y a eu des tas d'exemples. Moi, j'ai été fasciné par l'émission Le Jardin extraordinaire, Mon Jardin extraordinaire du dimanche soir,
Où moi, j'étais habitué à voir des léopards et des iguanodons, non pas des iguanodons, mais des rhinocéros au bout du monde. Non, 20 minutes captivantes avec des poissons rouges, des choux-fleurs, des vers de terre et je dirais des orties. C'est extraordinaire. Il faudrait lui faire une statue à ce type parce qu'il a montré, je crois, la totale dissociation entre créativité et confort. Et à titre personnel, bon, moi, j'ai vécu le cas puisque je donne cours de philosophie et j'interroge. Alors, comment interroger des étudiants qui ont accès à Internet? Bon, eh bien, j'ai inventé des questions. Par exemple, il y en a une question, c'était vous êtes à la tête de Cockerill et vous devez remplacer tout votre comité de direction par des philosophes célèbres. Qui vous prenez, où vous les mettez et pourquoi? Eh bien, moi, cette question-là, sur Internet, ils n'avaient aucune réponse. Donc, ce qu'ils disaient, j'avais vraiment leur truc. Et ils devaient connaître un peu le philosophe et un peu l'entreprise, ce qui était mon but, c'est ce que je voulais tester. Par rapport à cette question sur les profils à engager en termes de créativité, évidemment, j'ai encore moins la réponse. Et en effet, tester les personnes sur leur créativité, ce n'est pas une mince affaire. Surtout qu'il y en a de plusieurs types. Oui, c'est ça. Mais par contre, ce que nous devrions collectivement, je pense, faire, et ce que la crise nous a aussi enseigné, c'est développer certainement davantage de cercles un peu libres, en fait, dans les structures, des endroits de réflexion, des endroits où on dépose ses idées, où on demande à une équipe de travailler sur un projet. Certaines entreprises l'ont fait, hein, quand on regarde la Sonaca avec leur petit avion, c'était un peu ça. C'était se dire on va faire autre chose. Et donc ça, je pense que la crise devrait nous inviter, que ce soit au niveau des administrations d'ailleurs et du secteur privé, à développer ces endroits de liberté de pensée. Et les relier entre eux. Je crois, la déduction est fondamentalement un processus logique. L'induction est très souvent un processus analogique, pas toujours, mais l'analogie est une voie royale de l'induction. Et l'analogie, c'est construire des ponts entre deux mondes. On voit bien quand on accepte ce genre d'hybridation, c'est très, 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 très riche. Moi, je suis maintenant grand-père. Tout ce que mes petits-enfants m'apprennent, c'est parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils me font des remarques et c'est fabuleux. Donc, je ne dirais pas qu'il faut mettre des enfants de 7 ans à la WEX. Enfin, moi, je veux bien puisque je ne suis pas responsable. Mais je crois qu'il y a beaucoup… Je trouve que beaucoup… Les cercles, je suis tout à fait d'accord, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une trop grande homogénéité dans le cercle. Si on est un peu tous les mêmes, on va penser un peu de la même manière. Je peux peut-être rebondir sur Luc de Babander, puisque nous avions une question sur comment peut-on augmenter notre capacité à induire justement et à mieux accepter l'adduction. Mais je dirais en prendre conscience. Tout l'enseignement, en tout cas celui dans lequel moi j'ai grandi, était déductif. C'est la bonne réponse. Je me souviens, j'avais un problème de baignoire, mais je vais avoir, je ne sais pas moi, 11 ou 12 ans, avec un robinet et un trou. Bon. Et j'avais eu la réponse le premier, parce que j'avais essayé très très vite, 6 litres, 7 litres, 4 litres, et j'avais eu la réponse. J'ai eu 0, et parce qu'il fallait utiliser une équation. Bon, ça c'est pas top pour, je dirais… Et je crois que l'enseignement a été très brillant. L'enseignement, il faut l'ouvrir. La créativité, c'est pas penser autrement, c'est penser plus. Quand je déteste cette expression « think different » de Apple. Quand on dit « soyez créatif, pensez autrement », on dit en général quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi lui dire autrement? On ne sait même pas comment il pense. Je crois que la créativité, c'est penser plus. Et l'induction, il faut redécouvrir l'induction. Pourquoi? Parce que la déduction, dans 5, 10 ou 15 ans, sera 100% sur les machines. Tout va se jouer sur l'induction, dans lequel il y a la créativité, l'intuition, la possibilité de communiquer, l'analogie. Il y a énormément… La langue que nous parlons. Qu'est-ce que c'est le langage? C'est une simplification. Quelque langage que ce soit, c'est une simplification du monde, c'est une représentation du monde. Et je crois que l'induction, ce n'est pas quelque chose qu'il faut enseigner, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience de l'importance que finalement, sur les grands trucs de la vie, pourquoi je me marie, pourquoi je vais dans telle entreprise, pourquoi ci, pour ça, la déduction ne sert à rien. Sert à rien et tout se joue dans les soft skills, dans les choses et dans lesquelles l'Europe est tellement riche. Et donc, voilà, ce n'est pas penser autrement, c'est penser plus. Et aussi se souvenir que l'induction ne sera jamais 100% sur une machine. C'est impossible. Il y a toujours ce lâcher-prise
qui est la caractéristique fondamentale de l'homme et de la femme. Et mon schéma, plus que tout, c'est un rappel du rôle de l'individu, de sa capacité, je dirais, inaccessible pour une machine. Et tous ces trucs sur l'intelligence artificielle, moi je veux bien, mais bon, je m'emballe un petit peu. Hein. Si vous me mettez unmute, hein, vous avez le droit de me faire taire. Donc, mais je dirais, sur l'intelligence artificielle, commençons par nous poser une question. L'intelligence était au singulier il y a 200 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé ce sinistre quotient intellectuel où, soi-disant, si on faisait 3, 4, 6, on disait 8, on était très malin, sinon on était très bête, etc. Il y a eu un mouvement formidable après la guerre. On a mis enfin intelligence au pluriel. Et il y a des théories, il y a même de multiples théories d'intelligence multiples, et tant mieux. Et patatras, avec l'informatique et quelques complices, qu'est-ce qui se passe? On remet intelligence au singulier. Non, l'intelligence artificielle n'existe pas. Non, c'est un outil qu'on peut utiliser bien, qu'on peut utiliser mal, c'est un outil fabuleux, mais nous, le futur de l'être humain, de la Wallonie, de l'Europe, va se jouer dans l'induction. Et le problème de la Belgique, c'est quoi? C'est que les modèles dans lesquels nous vivons encore aujourd'hui ont 70 ans. Toutes les grandes idées, le modèle belge, le système belge ont 70 ans. Eh bien, de temps en temps, il faut avoir des nouvelles idées, des nouveaux modèles. Quand IBM est arrivé en Belgique en 1954, on devait mettre IBM dans une catégorie socio-professionnelle. Alors, l'agriculture, c'est un peu difficile, la distribution, bon, la chimie. Et finalement, on a mis IBM chez Fabri-Metal. Et donc, le type d'IBM s'est retrouvé avec des gens de mais de je ne sais quoi. Non, il fallait faire une nouvelle catégorie. Alors, on peut rire, et finalement, 10-15 ans plus tard, on l'a fait. Le vrai défi aujourd'hui, si on veut que tout se passe bien, c'est réinventer un système, un ensemble de catégories et des grands principes, et essayer de retrouver cette force qu'on a eue pendant 50 ans. Et en 58, la Belgique était quand même la 9e puissance du monde. Bon, on peut rattraper le retard, non? J'aimerais bien intervenir sur une chose que Luc a dite, et je vois en plus que dans la conversation, il y a beaucoup de questions là-dessus, sur l'enseignement. Puis Astrid dit aussi on reste trop dans le cadre, etc. Donc, moi, je suis absolument d'accord avec Luc. Hein. Donc, l'enseignement est conçu de telle sorte que on va sélectionner les gens qui restent le mieux possible sur les rails. Donc, ils vont reproduire les schémas antérieurs, qui vont utiliser la méthode que l'on a prescrite. Si on n'utilise pas la méthode prescrite et qu'on arrive au même résultat, on peut se retrouver avec un 0. Et j'ai l'impression que les créatifs ne résistent pas à ce système. Donc, les créatifs, leur ADN, c'est de marcher à côté des rails. Et je pense qu'on les perd. On les perd en primaire, on les perd surtout en secondaire, je pense, les créatifs. Et j'ai l'impression que la plupart des créatifs n'arrivent pas à l'université. C'est le sentiment que j'en ai. Et parce qu'à l'université arrivent les gens qui, malgré le fait qu'ils étaient adolescents, donc dans une période difficile, sont restés bien sur les rails. Donc j'ai l'impression qu'arrivent à l'université très très peu de ces gens créatifs. Si on regarde les gens à haut potentiel, bah, très peu font l'université, alors qu'on aurait besoin de ces profils pour changer le monde et pour venir avec de nouvelles idées, pour penser le monde autrement, comme disait Luc tout à l'heure. Et je pense qu'il y a vraiment un effort très très important à faire au niveau de l'enseignement pour récupérer ces gens et les garder malgré tout dans le système, malgré le fait qu'ils soient constamment à côté des rails et peuvent poser des problèmes, évidemment. Il y a exactement la même chose dans les entreprises. Oui, bien sûr. Exactement. Oui. Oui. Exactement. Les plus créatifs s'en vont parce qu'on ne sait pas où les mettre. Oui, c'est ça. Et j'ai deux exemples assez rigolos. Un exemple très proche de moi et un plus éloigné. Le plus proche de moi, c'est mon fils, donc je peux en parler. Lui, il est HP, il a fait une première année à l'UNIF en maths, qu'il a réussi assez bien. Et puis après, il est parti vraiment en vrille totale parce que voilà, le système ne lui convenait pas. Et pour l'anecdote, c'est lui qui a inventé le dispositif de récolte de salive que l'on va utiliser à l'université. Mais il ne fera jamais d'études. Donc, à côté de ça, un autre exemple plus lointain, c'est l'exemple de Niels Bohr qui a eu le prix Nobel de physique. Donc, lui est arrivé à l'université quand même, mais en première année en examen de physique, alors qu'il allait avoir le prix Nobel de physique. On lui demande comment est-ce qu'on mesure la hauteur d'un building avec un baromètre.
Et évidemment, si vous montez en altitude, l'aiguille du baromètre va changer de position et on peut mesurer la hauteur d'un building avec un baromètre. Mais c'est tellement stupide comme question parce que, évidemment, le baromètre va très peu changer, la mesure sera tout à fait imprécise, que lui n'a pas répondu la réponse attendue. Et il a fourni 10 autres réponses exactes. Il a eu 0, comme Luc a eu 0. Donc, il a dit, par exemple, je monte en haut de l'immeuble, j'attache le baromètre avec une corde, je fais descendre le baromètre et je mesure la longueur de la corde. Je jette le baromètre du haut de l'immeuble, je mesure le temps qu'il faut pour que le baromètre se crache. Je vais dans les escaliers, je mesure la hauteur de mon baromètre et je rapporte à chaque fois la hauteur. Je mesure combien de fois il a fallu de baromètre pour arriver en haut. Et je vais chez la concierge, je sonne à sa porte et je lui dis, contre mon baromètre, contre ce beau baromètre, est-ce que vous pourriez me dire la hauteur de votre immeuble? Le gars a eu 0. Oui. Oui. Mais il a eu le prix Nobel quand même, hein, donc Il a eu le prix Nobel. bien mérité. Oui. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un énorme effort à faire pour garder les créatifs dans le système. On peut peut-être rebondir sur une question qui est la valorisation justement de la créativité en entreprise et à l'université. Est-ce que vous savez comment valoriser au mieux la créativité justement? En tout cas, en entreprise, qui est le monde auquel j'appartiens, moi, j'ai pratiquement autant de systèmes que d'entreprises. Il y a des, je dirais, des entreprises, ce n'est pas valorisé du tout. Et il y en a où c'est mis sur un piédestal. C'est vraiment une, je dirais, dans l'entreprise, on vit très, très fort l'injonction paradoxale. Bon, en fait, quand on dit à quelqu'un « soyez créatif » ou bien « innovez », hein, bon, c'est une demande de ne pas écouter les demandes. Hein. Donc, si je reviens à l'agilité de Pascal, etc. Donc, il y a une injonction paradoxale. Et ce que je retrouve très, très souvent, c'est des entreprises incapables de sortir de l'injonction paradoxale. C'est comme, par exemple, on dit à quelqu'un « j'ai pardonné à mes ennemis, mais j'ai quand même gardé la liste. Hein. » Donc, on lâche et on reprend. Non, il n'y a rien à faire. On revient à l'idée du risque. Je crois que la vraie mesure de la créativité et de l'innovation, c'est la part de risque et la perception de risque. Parce que moi, on m'a un jour demandé, disons, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un système de créativité où il n'y a que des bonnes idées? Eh bien non, par définition. C'est comme un moteur à essence. On sait que 60% environ part en fumée, en pollution en tout genre. Eh bien, n'avoir que des bonnes idées, c'est pas possible. C'est la mauvaise idée, il faut la percevoir comme la condition de la bonne. C'est vraiment très important. Quand on dit le premier micro-ordinateur individuel, c'est l'Apple II, non, c'est l'Apple I. Et l'Apple I, je l'ai vu dans le musée à Prague, c'est formidable parce qu'il y a un truc absolument invendable. Mais le vrai premier, c'est bien sûr l'Apple I. Donc, respectons l'Apple I. L'Apple II a été, je dirais, possible parce que l'Apple I n'était pas bon. À mon avis, en université, c'est un peu le même genre. Hein. Donc là, ce n'est pas mon monde. Moi, je pense qu'à l'université, je pense qu'on valorise la créativité, même la valorisation est carrément basée sur la créativité, entre guillemets. Parce que quand on regarde par exemple les promotions académiques, etc., c'est très très fortement basé quand même sur la recherche, sur le niveau de publication qui reflète, entre guillemets, la créativité éventuelle. Le problème n'est pas là. Je pense que le système est basé sur la valorisation de la créativité. Le problème est de définir si la personne a réellement été créative ou se cache derrière une fausse créativité. Donc, à nouveau, on en revient à la falsification, à la tricherie, au fait qu'on peut, entre guillemets, s'emparer des idées des autres. D'ailleurs, à l'université, la promotion est tellement basée sur la créativité qu'on en arrive à cette dérive-là. Ouais. C'est en fait une énorme différence entre les deux mondes. Oui. C'est pratiquement d'un extrême à l'autre. En entreprise, c'est valorisé à pas grand-chose. Quelqu'un qui, dans une entreprise, fait un papier sur la créativité, bon, on dit c'est très bien, j'espère que tu n'as pas fait ça pendant tes heures de boulot. Quoi. On est vraiment d'un extrême à l'autre. Tout à fait. Et pourtant, c'est vrai que
l'époque qu'on vient de vivre est certainement un momentum particulier pour susciter ça dans les entreprises comme à l'université, mais dans les entreprises en tout cas. Il y a une question d'Astrid qui évoque, c'est Astrid ou non, c'est Isabelle qui pose la question aussi des designers d'entreprise, enfin des designers qui travaillent en entreprise et dont on ne parle pas suffisamment. On voit les designers souvent comme des designers, voilà, comme on imagine plutôt avec des objets. Or, de plus en plus, ces designers, justement, sont des susciteurs de créativité dans les entreprises et c'est certainement le moment aussi d'en faire un peu la promotion, de les soutenir pour créer ce réflexe dans les entreprises et pour qu'à terme, ça devienne une valeur qui soit davantage développée. Et je pense que le moment on parle maintenant de design vraiment... thinking. Je vous interromps. On design parle de thinking, design ouais. thinking. Qu'est-ce que c'est design thinking? C'est mettre tout le monde. Hein. C'est co-créer, co-construire, co-tester, co-inventer et co-partager les bénéfices. C'est clair. Et donc là, il y a quelque chose certainement à renforcer. Il y a une sensibilisation à faire de la part de tout l'écosystème vers les entreprises pour davantage se tourner vers ces consultants, ces designers. Et puis voilà, laisser l'entreprise s'approprier sa créativité et son réflexe. Voilà. Il ne reste plus qu'à Facebook d'acheter Zoom pour qu'on n'ait plus cet ennui de... On va faire Face Zoom, Faceboom ou je ne sais pas quoi. Bon, on pourra être 1 million autour de nous. On va peut-être prendre la dernière question. Qui s'adresse peut-être à Pascal Delcominette. Donc, quelles sont les perspectives et les gros enjeux pour la WEX et la WBI dans les mois à venir? Oui, c'est évidemment une vaste question. On va devoir réinventer nos métiers, c'est en cours. Parce que les opérateurs avec lesquels on travaille vont devoir se réinventer. Toutes les crises sont des moments qui redéfinissent tout le paysage économique. Celle-ci ne fera évidemment pas exception. Les entreprises vont devoir s'adapter à tous ces changements-là, nous aussi. Développer de nouvelles stratégies, de nouveaux projets, développer de nouveaux services, accueillir de nouveaux investissements pour s'aligner à tout cela, c'est clair. Alors, ce qui a été beaucoup dit durant la crise, c'est cette question de réappropriation des filières stratégiques, hein, relocalisation aussi. Je pense que la crise nous a montré, et c'est là-dessus qu'on doit travailler à l'avenir, c'est que tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit, nous avons un terreau hyper fertile par rapport à la créativité et l'innovation. Je pense qu'on peut parler des deux si Luc me le permet. Oui, c'est demander de la pluie. Parce que la terre fertile, il faut qu'il y ait de l'eau aussi. Bon, oui, c'est vrai. Mais on est là justement pour apporter de l'eau. Et un terreau qui a été réactif, mais aussi proactif. Et donc, à nous de l'analyser, d'analyser cette résilience, de repérer toutes les chaînes de valeur fortes qui se sont mises en place, les plus résilientes, qui en font là où on a des fleurons. À nous aussi de détecter les chaînons manquants, parce qu'il y en a sûrement par rapport à ces filières stratégiques, et puis à nous d'aller les chercher là où on doit pour combler davantage et avoir tout cet écosystème innovant justement et en faire une vraie valeur et une reconnaissance et toute la question de l'image de l'innovation qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais à côté de cela, il faut aussi qu'on soit tous conscients que cette relocalisation, cette réappropriation de filières, elle doit vraiment s'entendre dans un esprit de mondialisation positive, hein, pas de repli sur soi. Ça, c'est essentiel. Nous, on le vit évidemment au quotidien, mais on a vu aussi durant la crise qu'elle a démontré que la mondialisation, eh bien, elle devait déployer ses effets bénéfiques, ses collaborations, ces partages de bonnes pratiques, un partage de progrès en fait, hein, la mondialisation, c'est comme ça. Et je pense que cette crise a eu ce mérite de mettre le doigt là-dessus et qu'on doit le cultiver. Et cultiver cette faculté de travailler ensemble, de consolider les efforts de partage, de coopération entre universités, entre entreprises. Je parlais d'innovation ouverte
tout à l'heure, mais c'est le moment de capitaliser là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment multiplier ces réseaux internationaux de coopération, ne pas laisser passer le moment. Et nous, en tout cas, c'est vraiment ce chemin-là que nous allons creuser. Et pour reprendre l'idée des règles de Fabrice, la mondialisation, moi je suis pour, mais il faut changer quand même quelques règles. Il faut quand même se rendre compte, pendant une semaine, on a eu un prix du pétrole négatif. Alors une mondialisation qui en arrive à payer les gens pour mettre du mazout dans ça ne va pas. Donc. Bien sûr, non, mais c'est toute la question d'une mondialisation plus saine, plus équilibrée. Et je n'ai pas de réponse toute prête à cette question-là. Et c'est pas, voilà. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, c'est cultiver toutes ces coopérations positives de partage de progrès au niveau international, c'est certainement. Merci. Je vais céder la parole à Delphine qui va clôturer cette rencontre conférence. Et donc voilà, Delphine va prendre la parole. Luc de Brabander nous avait averti qu'il ne concluait pas, parce qu'un philosophe, ça ne conclut pas. Il l'avait bien dit, Laura, me revient l'exercice difficile. Alors, c'est impossible pour moi de synthétiser évidemment tout ce qui a été partagé. En tout cas, on est très heureux d'avoir réuni ce triangle à 3 sommets, comme vous l'avez, je trouve, très pertinemment nommé, parce que vous nous avez amené à prendre un peu de hauteur sur notre façon de réfléchir à nos systèmes de fonctionnement, finalement. Quand on est un peu la tête dans le guidon, on prend peut-être moins le temps de prendre ce recul, et c'était bienvenu, je pense, en ce mois de juin très particulier qu'on vit actuellement. Il a été beaucoup question de rapprocher les mondes de la recherche et le monde de l'entreprise. Vous l'avez tous plus ou moins évoqué, de rapprocher la créativité et l'innovation. Et la perche est trop belle pour moi de vraiment insister sur le fait que c'est vraiment l'ADN de Liège Créative depuis notre lancement, de favoriser ces partages d'expertise, d'expérience, et qu'on peut constater effectivement qu'il y a une atmosphère de créativité dans cet espace ouvert, comme Pascal Delcominette le suggérait, de créer des espaces de liberté, des espaces d'ouverture, des espaces de créativité. Je pense que ça se passe vraiment à nos rencontres, et peut-être qu'effectivement on favorise ce remariage forcé, comme vous le disiez, Monsieur Bureau, entre ces mondes qui sont parfois trop éloignés. C'est notre credo en tout cas, et on va continuer. On reprendra dès la saison prochaine. On vous fixe rendez-vous, je l'annonce déjà, ce sera le 6 octobre, notre événement de lancement. Alors, vu les circonstances particulières et les normes sanitaires, on doit un petit peu rebondir aussi. Et donc, ce sera une rentrée qu'on prévoit en plein air. On vous communiquera le thème en temps utile à la fin de l'été, mais vous pouvez donc déjà bloquer cette date qui marquera le lancement de notre 10e saison. Et notre slogan pour cette prochaine saison, eh bien, c'est « Réinventons les possibles ». Voilà, il nous a été suggéré dans le terreau de ce qu'on vient de vivre. C'est tout à fait en écho aussi avec ce que nous venons d'échanger avec nos 3 intervenants, que je remercie encore vraiment sincèrement de s'être libérés pour cet échange très riche. En tout cas, on a été au total 150 à se connecter, et donc on est très heureux d'avoir rendu la possibilité à vous tous qui êtes là de penser plus, comme l'a dit aussi très justement Luc de Brabander. Merci à tous, merci à Luc de Brabander, Pascal Delcominette, Fabrice Bureau d'avoir été là pour cet échange. Merci à toute l'équipe de Liège Créative. On est très concentrés ici. Et voilà, désolée pour les participants qui auront dû finalement nous suivre via Facebook, mais ça a été un bon rebond. Et donc, merci à mes collègues aussi qui se sont vite réadaptés pour élargir la séance. Merci à tous et à très bientôt.